raconte. Christophe Ondelatte. Une histoire absolument hallucinante aujourd'hui. L'affaire Marcel Le Chien, qui a pour théâtre un petit village de l'Eure en Normandie, Cormeilles. Pendant des années et des années, l'instituteur du cours préparatoire, Marcel Le Chien, a tripoté ses élèves, garçons et filles, en toute impunité. Ça se savait, des parents se sont plaints, mais l'éducation nationale a fait l'autruche. Et ça a duré comme ça jusqu'en 2001, jusqu'à ce qu'un parent d'élève décide de mettre un terme à ces agissements. Et au final, Marcel Le Chien a été jugé, tenez-vous bien, pour 38 agressions sexuelles et 3 viols qu'il a niés en bloc jusqu'au bout. Je vais vous raconter toute l'histoire et tout à l'heure pour le débrief, je serai avec la journaliste Blandine Millot qui a couvert l'affaire à l'époque pour Libération et que je salue. Bonjour Blandine. Oui, bonjour. Et à tout à l'heure. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. C'est fou. C'était il y a 20 ans et c'était un autre monde. La société française a beaucoup changé en 20 ans. Elle a ouvert les yeux. Elle ne tolère plus les messieurs qui tripotent les petites filles ou les petits garçons. En vérité, elle ne les a jamais tolérés, mais longtemps elle a fermé les yeux. Elle a regardé ailleurs. C'est fini, tout ça. Alors considérons cette histoire comme un fait divers, mais aussi comme un morceau d'histoire contemporaine. Nous voilà donc dans la cour de l'école primaire de Cormeilles, dans l'Eure, en Normandie. Un tout petit village, un peu plus de 1000 habitants. Un matin de 1996, 2 mamans viennent voir la directrice. Madame la directrice, on a un souci. On voudrait vous parler. Dites-moi. De quoi s'agit-il? Vaudrait mieux qu'on parle dans votre bureau. Vous voulez bien? Asseyez-vous, je vous en prie. Alors que se passe-t-il? Voilà. C'est Dimitri. Depuis 3 jours, il dormait plus, il mangeait plus. Vous savez ce qu'il a fini par me dire? Que monsieur Le Chien l'avait mis sur ses genoux. Et il lui avait touché le zizi. Bien. Elle est embarrassée, la directrice. C'est une petite école. Marcel est son collègue. Que faire? Elle décide d'organiser, hors de tout cadre légal ou administratif, un rendez-vous de conciliation dans son bureau. Avec Dimitri, qui a 6 ans et demi, il est tout petit, ses parents et l'instituteur Marcel Le Chien. Et voilà comment il se dépatouille des accusations du petit garçon. Écoutez, moi vous savez comment je suis avec les gosses. Je les prends sur les genoux. C'est surtout de l'affection, hein, pas plus. Des attouchements, des choses comme ça. J'ai jamais eu ça dans ma classe. De l'affection. Mais vous vous foutez de ma gueule? C'est quoi que vous appelez de l'affection? Ben, je les ai juste pris sur les genoux, je vous dis. Écoute Marcel, t'arrêtes avec ça, hein? Tu prends plus les petits sur tes genoux, ok? C'est fini ça. Et voilà. L'incident est clos, circulé. Il n'y a plus rien à voir. Et quelques mois plus tard, ça recommence. Allô? Oui, bonjour. C'est Madame Quesnay. Je suis la maman de Julie qui est dans la classe de Monsieur Le Chien. Oui, Madame Quesnay. Que se passe-t-il? Écoutez, Julie m'a dit qu'elle avait reçu une fessée déculottée de la part de son maître. On trouve pas ça normal? Dans quelles circonstances, Madame Quesnay? Parce que, soi-disant, elle avait mal travaillé. Il lui a donné devant toute la classe. Elle est rentrée à la maison le soir. Elle est descendue du car en larmes. Et là, la directrice a un éclair de lucidité. Elle prévient l'inspecteur, son inspecteur pédagogique. Et l'inspecteur envoie une psychologue scolaire dans la classe de Monsieur Le Chien. Pas longtemps, une matinée. Elle rencontre les 2 enfants qui ont porté des accusations contre leur maître, Julie et Dimitri, et elle leur fait faire de petits dessins. Et voilà sa conclusion. Les 2 enfants sont sans doute perturbés par des problèmes familiaux. Et oui,
La maman de Julie est en instance de divorce. C'est pour ça que Julie accuse l'instituteur. Et la mère de Julie accepte cette explication. C'est de sa faute. Elle n'avait qu'à pas divorcer. Une chose importante, elle ne sait pas que Dimitri s'est plaint lui aussi. Et les parents de Dimitri ne savent rien de la fessée cul nu. L'année scolaire se termine, sans aucun autre incident, en tout cas signalé. Et pendant 5 ans, plus rien. Peut-être finalement que Marcel le chien a retenu la leçon. Mais pas sans rumeur. Ça cause à Cormeilles. Et là, il faut que je vous présente quelqu'un qui est un peu le héros de cette histoire. Il s'appelle Jean-Yves Sandré. Et il n'est pas de là, il n'est pas là depuis longtemps, il est de passage. C'est un intello, un écrivain et sa femme aussi. Sa femme, c'est la romancière Marine Diaye. Disons qu'ils ont tous les deux un regard neuf sur ce village et ses petits secrets. Et un jour au café, en 2001, Jean-Yves entend dire « Oh, ben, il y en a un qui devait être en prison, hein !» Il demande qui? On lui répond l'instituteur, Marcel le chien. À partir de ce moment-là, il aurait pu, comme tous les autres, passer à autre chose. Mais ça n'est pas dans sa nature. Au contraire, il se lance dans une petite enquête. Et pour commencer, ils sont de ses propres enfants, passés par le cours préparatoire de Monsieur le chien. Ils n'ont rien de particulier à raconter. Et ensuite, il se met à faire le tour du village, maison par maison. Et là, il découvre les plaintes de 1996 et la manière dont l'éducation nationale a géré ça. Et surtout qu'après, ça a continué. Ça a continué. Anaïs, Élodie, quand j'étais sur ses genoux, il avait souvent la braguette ouverte et je devais le toucher. La première chose que je faisais en sortant de la classe, c'était de me laver les mains. Voilà ce que lui dit Anaïs. Alors voilà ce qu'il fait, lui, de sa propre initiative. Le 6 février 2001, à 8h pile, il va se garer devant l'école et à 8h45, il voit arriver Monsieur le chien. « Monsieur le chien ? Bonjour, monsieur le chien. Je voudrais vous parler. Ça ne vous embête pas si on va se parler dans ma voiture ? Pas d'accord ? Je vous suis, monsieur Sandré. » Il monte dans la voiture. Jean-Yves Sandré laisse passer un long silence. Et d'un coup, il balance. « Monsieur le chien, les petites filles, c'est fini. Vous voyez de quoi je veux parler ? » Sur le fauteuil passager, l'autre ne dit rien, mais il change de couleur. Et là, Jean-Yves lui fait la liste de toutes les victimes qu'il a identifiées. « Alors maintenant, monsieur le chien, je vous le dis, tout ça, c'est fini. Je vous emmène à la gendarmerie et je vous dénonce comme pédophile. S'il vous reste un peu de dignité, vous n'allez rien tenter, n'est-ce pas ? Rien. D'accord ? On y va. Sur la route, Marcel le chien est blême. Est-ce que les parents sont au courant ? Vous les avez prévenus ? On dirait un petit garçon pris la main dans la boîte de bonbons. Ils arrivent à la gendarmerie. Ils se garent. Descendez. À l'accueil, il y a 2 gendarmes. Bonjour, messieurs. Voilà, je vous amène un pédophile multirécidiviste. Moi, je viole personne. Je vous avais demandé d'être digne. Les gendarmes appellent tout de suite leur adjudant, qui arrive titubant, l'air de sortir de l'apéro. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Bonjour, monsieur. Je vous emmène monsieur le chien, qui est instituteur à l'école primaire en cours préparatoire. Il pratique des attouchements sexuels sur ses élèves pendant la classe. Oh, mais vous n'auriez pas dû l'emmener. Qu'est-ce que je vais en faire, moi ? Vous en faites ce que vous voulez, pourvu qu'il ne rejoigne pas sa classe, d'accord ? Et là, vous n'allez pas le croire. Les gendarmes interrogent Marcel le chien pendant 12 heures d'affilée, et le soir, ils le laissent rentrer chez lui. Peinard. C'est sacrément risqué, parce qu'il peut s'enfuir, il peut se suicider, il peut faire disparaître des preuves.
Mais le dossier est confié à la brigade de recherche d'Évreux et le lendemain, le chien est finalement placé en garde à vue. Pendant ce temps, Jean-Yves et sa femme ont battu le rappel des victimes. 7 familles viennent porter plainte à la gendarmerie. Et les gendarmes perquisitionnent chez lui. Ils ne trouvent rien. Et ensuite, son interrogatoire commence. Et pendant des heures, il ne lâche rien. Vous ne parlez pas, vous n'avez rien à dire. Alors pourquoi est-ce que vous avez suivi M. Sandré jusqu'ici, à la gendarmerie? Oh ben, je suis venu par curiosité. On le colle dans une cellule pour la nuit, et le lendemain matin à 8h, ça recommence. Et là, il capitule. Bon. J'ai réfléchi, c'est vrai. J'ai pu pratiquer des attouchements sur certains élèves. Vous pourriez me dire précisément quel geste, monsieur le chien, et sur quels enfants? C'est pas facile. Bon. J'ai caressé le sexe de la petite Anaïs, de Mélissa, et aussi d'Élodie. Quand? Ben pendant la classe. Sur mes genoux, quand j'étais assis derrière mon bureau. Vous ressentiez du plaisir, monsieur le chien? Je pense pas. Enfin, peut-être que si, puisque je l'ai fait. Peut-être que je faisais ça aussi pour donner du plaisir à l'enfant. Un peu plus tard, il reconnaît s'être fait pratiquer une fellation, une fois. Et il finit par dire « Je regrette. Je regrette le mal que j'ai pu faire. » Les gendarmes l'emmènent dans sa classe, à l'école, menotté. On ne trouve rien, à part dans le tiroir de son bureau, un long morceau de pâte à modeler en forme de sexe masculin. « Vous pouvez m'expliquer quel est cet objet, monsieur ?»« Oh ben, j'ai jamais vu ça, moi. Ça doit être un petit garçon qui a fait ça. » Le soir même, Marcel le chien est mis en examen et écroué à la maison d'arrêt d'Évreux. Mais lors de son premier interrogatoire chez le juge, dans les jours qui suivent, il fait marche arrière. Il revient sur ses aveux. N'empêche que 12 nouvelles plaintes sont enregistrées. On recense maintenant 19 victimes. Mais il y en aura d'autres. Et à Cormeilles, c'est simple. Tous les enfants nés entre 1983 et 2001 ont eu Marcel le chien comme instituteur de cours préparatoires. Tous! Alors forcément, les parents interrogent leurs enfants. « Dis-moi, Sophie, il t'est rien arrivé dans la classe de monsieur le chien ?»« Non. Non, papa, il m'est rien arrivé. » Mais parfois, c'est le contraire. La petite Laura dit à son père. « Monsieur le chien, il me prenait sur ses genoux. Il me faisait toucher son zizi. Il me touchait la nénette souvent. » C'est sûr ce que tu dis, ma chérie? Laura, faut pas rigoler avec ça, hein. C'est grave ce que tu dis. T'es certaine? Et là, Laura fond en larmes, et les parents s'en veulent. Il faut dire que Marcel le chien est un ami du père. Combien de fois la gamine, le matin, ne voulait pas aller à l'école? Il l'a forcée. Il prenait ça pour un caprice. Et là, maintenant, ils comprennent. Et la mère l'accompagne à la gendarmerie. Bonjour, madame. Madame, on va donc entendre Laura, et comme elle est mineure, vous allez rester à ses côtés. Peut-être qu'à un moment, si nécessaire, on vous demandera de sortir, mais au départ, c'est bien que vous soyez à ses côtés, d'accord? Et une plainte de plus. Il y aura aussi Candice qui vient raconter que 7 ans plus tôt, elle a vu monsieur le chien couché sur une élève. Le procureur se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et là, il décide d'entendre tous les enfants scolarisés depuis 1983. Tous! Les gendarmes ont compté, en 13 années, 240 enfants se sont succédés dans la classe de monsieur le chien. Les plus âgés ont aujourd'hui dans les 16 ans, les plus jeunes, 6 ans. Pour recueillir leurs témoignages, il est décidé de créer une cellule spéciale, que le procureur baptise Mineur 27. Et il réunit
tous les parents au théâtre de Cormeilles pour leur expliquer comment ça va se passer. Contrairement à ce qui a pu se faire jusqu'à maintenant, nous allons les interroger seuls. Les gendarmes qui mèneront les interrogatoires ont été formés à l'écoute des enfants. Ils poseront des questions assez larges. Il n'y aura pas de prise de notes, il n'y aura pas de procès verbal. Tout sera filmé par une caméra discrète que les enfants ne verront pas. Mais vous pourrez suivre cet interrogatoire de vos enfants sur un écran. L'avantage de ce système, c'est que vos enfants n'auront plus à témoigner par la suite, notamment dans la perspective d'un procès. Et si on ne souhaite pas que les enfants témoignent? Je suis désolé, il n'y aura pas d'exception. Tous les enfants seront auditionnés. Et il a bien raison, le procureur. Parce que beaucoup d'enfants qui n'avaient rien osé dire à leurs parents se libèrent devant les gendarmes. Et à la fin des auditions, on compte, tenez-vous bien, 38 plaintes. 38 plaintes, 35 pour des attouchements et 3 pour ce qui ressemble à des viols. Le petit Baptiste, par exemple, raconte que le morceau de pâte à modeler bleu, le maître le lui a introduit dans les fesses. Et ça, c'est un viol. Je ne vais pas lire, bien entendu, la totalité des accusations qui sont portées par ces gamins, mais en voici tout de même quelques-unes. Pour avoir des bons points, je devais toucher le zizi du maître. Il a mis ma main sur son pénis, il était mou et après ça gonflait. Monsieur le chien m'a demandé de toucher son sexe pendant la récréation. Et le juge ressort aussi les signalements de 1996. Vous vous souvenez? Dimitri et Julie. On ne les avait pas crus. La directrice s'était contentée de demander à Marcel le chien de ne pas recommencer, de ne plus prendre des enfants sur ses genoux. Et une psychologue avait estimé que Julie mentait à cause du divorce de ses parents. Eh bien, 5 ans plus tard, la directrice et l'inspecteur qui avait géré ces signalements, qui est pourtant à la retraite, sont mis en examen, tous les deux. Assez vite, ils sont blanchis. Parce que la loi, en 1996, n'obligeait pas l'encadrement à signaler à la justice ce genre de dérapage. Ça a changé depuis. Mais à l'époque, ça n'était pas le cas. L'instruction a duré 3 ans. À la fin, on compte 44 plaintes, dont 3 plaintes pour viol. Et maintenant, il est temps de juger Marcel le chien, dont on découvre qu'il sera défendu gratuitement, oui monsieur, par la Fédération autonome de solidarité. C'est un organisme qui défend les enseignants à la seule condition qu'ils se disent innocents. Quand vous savez qu'un bon avocat dans un dossier aussi complexe peut coûter jusqu'à 100 000 euros. Le procès de Marcel le chien est programmé pour novembre 2004, devant les assises d'Évreux. Normalement, il doit avoir lieu à huis clos, puisque la totalité des victimes sont mineures. C'est l'usage. La veille, le chien envoie une lettre à la presse, qu'il fait lire par la femme de son avocat au cours d'une conférence de presse. Dans mon esprit, je sais que je n'ai rien fait de mal, j'en suis absolument sûr, je suis innocent des faits dont on m'accuse. Il dit aussi dans cette lettre qu'il ne veut pas d'un procès à huis clos, car, dit-il, les enfants mentent. Ils mentent. Les parents sont furieux. Alors ils changent leur fusil d'épaule et ils demandent à leur tour un procès public. Au fond, ils n'ont rien à cacher, ils n'ont pas honte. Ce procès doit durer 3 semaines. 4 avocats vont défendre les enfants et 2 avocats vont défendre Marcel le chien. Et l'air de rien, ça n'est pas un procès gagné d'avance. Il n'y a pas de preuves formelles. Il y a juste la parole des enfants et les dessins qu'ils ont réalisés. La cour! Les petites victimes sont là, serrées les unes contre les autres sur les bancs des parties civiles. Les plus vieux ont 30 ans aujourd'hui, ce sont de jeunes adultes.
Les plus jeunes ont 10 ans et sont encore enfants. Dans son box, Marcel le chien évite leur regard. La petite Anaïs est la première à témoigner. Elle tient la barre à 2 mains. Elle raconte en le regardant, droit dans les yeux. Et puis c'est Laura, et puis Baptiste, et puis un à un tous les autres. Et tous disent la même chose. Tous racontent les mêmes scènes, les mêmes attouchements, aux mêmes endroits, dans les mêmes circonstances. Et lui, est-ce qu'il est plombé par ces témoignages accablants? Eh ben non. La plupart du temps, il regarde ses chaussures, et quand on lui demande de réagir au témoignage, il dit « Il mente, monsieur le président !» Élodie accuse Marcel le chien de l'avoir forcé à une fellation, ce qui revient à l'accuser de viol. C'est l'accusation la plus grave. Elle s'est promis de ne pas craquer. Mais quand elle arrive devant la barre, elle éclate en sanglots. Elle a du mal, beaucoup de mal. Elle dit à Marcel le chien, sans oser le regarder. « Vous avez vu ce que vous avez fait? C'est pas juste! C'est pas juste !» Et là, Marcel le chien bondit. « Tu mens !» À travers les témoignages, on commence à comprendre comment fonctionnait Marcel le chien, l'instituteur du cours préparatoire. En classe, il était dur, très exigeant. Ses élèves racontent des punitions, des sévices. Il leur faisait peur. Et donc, les élèves avaient envie d'être son chouchou, envie d'être sur ses genoux. Et être son chouchou, ça passait par les tripotages. À un moment donné, évidemment, on fait témoigner la directrice. Elle parle pendant plus de 2 heures. Les avocats des enfants la secouent comme un prunier. Elle n'est pas accusée, mais au moins on voudrait qu'elle exprime un regret. Mais non, elle a fait ce qu'elle avait à faire. J'ai fait mon travail. Voilà tout. On fait aussi venir l'inspecteur, qui a 72 ans aujourd'hui, qui est à la retraite et qui n'a aucun état d'âme. Les accusations dont j'ai été saisi en 1996 me sont apparues très farfelues. Enfin, monsieur, les parents à l'époque se sont plaints que monsieur le chien mettait sa main dans l'entrecuisse des enfants. Vous trouvez ça farfelu? Vous avez trouvé ça normal? Oh, vous savez, c'était un geste fortuit, et puis, en Afrique, c'est comme ça, que les mamans tiennent leurs enfants par l'entrecuisse. Monsieur, selon vous, qu'auraient dû faire les parents à l'époque? Je sais pas. Retirer les enfants de l'école? Pourquoi n'y a-t-il rien dans son dossier à l'Éducation nationale sur les accusations qui ont été portées à l'époque en 1996? Vous n'avez pas fait le rapport. Je voulais pas porter atteinte à l'honneur de cet homme, voilà tout. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez été formé à la prise en charge des problèmes de pédophilie? Oh, vous savez, à l'époque, quand moi j'ai passé mes diplômes, la pédophilie, ça n'avait pas été inventé. On fait aussi témoigner un expert psychologue qui a examiné Marcel le chien. Si vous voulez, il s'est créé 2 mondes. Un monde public et un monde privé. Et je dirais qu'il est dans la dénégation de ce qui se passe dans son monde privé. À l'extérieur, c'est un homme lisse. À l'intérieur, c'est un pervers. Je dois dire que ce type de personnalité qui n'admet pas être malade est en général assez peu accessible aux soins. Vous comprenez? Le seul remède me semble être la mise à l'écart. Parce qu'il y a un risque, il y a un risque de réitération ou de récidive, si vous voulez. La fin du procès approche. Et on ne voit pas bien comment, malgré ses dénégations, Marcel le chien peut sauver sa peau. Et pourtant, il va essayer. Arrive le moment des plaidoiries. L'avocat général plaide en premier, il réclame 15 années de réclusion criminelle. Pour le défendre, Marcel le chien a enrôlé 2 avocats. Il les a enfermés dans son système de défense. Il est innocent. Et donc les avocats ne peuvent rien plaider d'autre que l'acquittement. Je vous mets en garde contre une erreur judiciaire. Vous le savez, les enfants ont un monde fantastique et imaginaire très développé.
Souvenez-vous de l'affaire d'Outreau. Les enfants ont menti à Outreau. Ou plutôt, leur imagination les a fait mentir. Ils ne mentaient pas consciemment, bien sûr. Il y a des leçons à tirer du procès d'Outreau. Terrible stratégie de défense. Car les témoignages des enfants, les uns derrière les autres, ont convaincu tout le monde que Marcel le chien était coupable. Tout le monde. Ces avocats auraient pu plaider les circonstances atténuantes, les pulsions qu'on ne peut pas contrôler, l'éducation nationale qui n'a pas fait son travail. Eh bien non, le chien leur a demandé de plaider l'acquittement. C'est une aberration. Il va le payer très cher. Au moment du verdict, tous les anciens élèves de Marcel le chien s'entassent aux 3 premiers rangs de la salle d'audience, juste en face de lui, serrés les uns contre les autres. Monsieur le chien, la Cour vous condamne à 15 ans de réclusion criminelle. Vous pouvez emmener le condamné, l'audience est suspendue. Dans le box, le chien ne réagit pas. Il fait savoir par ses avocats qu'il va faire appel et puis finalement, il renonce à faire appel. Après le procès, 6 nouvelles plaintes sont déposées, provenant toutes d'anciens élèves, et un nouveau procès a lieu en mai 2013 qui le condamne à 5 années de prison qui viennent se confondre avec le premier verdict. À cette heure-ci, Marcel le chien a purgé sa peine et il est libre. Europe 1, on de la raconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'hallucinante affaire Marcel le chien du nom de cet instituteur de cours préparatoire de l'école de Cormeilles en Normandie qui pendant des années, en toute impunité, a tripoté, parfois même violé, près de 40 de ses élèves jusqu'à ce qu'en 2001, un parent d'élève décide de le livrer à la gendarmerie et il a été condamné en 2004 à 15 années de réclusion criminelle. Pour le débrief de cette histoire, je suis avec la journaliste Ondine Milot. Vous étiez, Ondine, à l'époque à Libération, vous avez couvert toute cette affaire et réalisé en 2002 un documentaire sur ce dossier pour Arte, un film qui s'appelle Cormeilles, l'enfance tue. J'en reviens à ce village parce qu'au fond, sur cette période pendant laquelle Cormeilles fait l'autruche, on entend 2 choses. On entend des parents qui nous disent « mais on n'était pas au courant », mais on entend aussi des parents qui nous disent « oui, mais il y avait une rumeur ». Alors, quelle est la réalité? On était ou on n'était pas? Écoutez, moi, quand j'ai enquêté là-bas, j'ai navigué en fait entre 2 clans. Et effectivement, ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas. Sachant que ceux qui savaient, ils le disent pas comme ça. Il faut travailler. C'est pour ça que j'ai eu envie de retourner. Et 1 an plus tard, j'ai passé des mois et des mois pour avoir un peu cette parole qui se libère un petit peu. Ceux qui savaient pas, c'est facile de le dire, évidemment. Ceux qui se doutaient, et qui, en fait, parfois, c'était même bien plus que des doutes, ça a été compliqué. Ben non, évidemment, on va pas se vanter de ça. À part des personnes un peu inconscientes, j'en ai trouvé 1 ou 2, mais globalement. Donc c'est en comprenant, en fait, par les enfants victimes, que ils avaient bien parlé à leurs parents et que ces parents s'étaient quand même bien ouverts à leurs amis, etc., que je finissais par comprendre qu'effectivement une partie du village savait. Il y a eu même des gens qui alertaient leurs amis en disant, puisqu'il y avait 2 classes de CP1, en disant demande à ce que ton fils ou ta fille ne soit pas avec le chien. Donc ça fait un village en fait, qui va se séparer en 2 clans, qui va avoir du mal à revivre ensemble. On peut signaler que la directrice elle-même a retiré sa fille de la classe de Marcel le chien. Oui, tout à fait, en cours d'année. Et la directrice, comme vous le savez, alertait, enfin, la directrice, pour le coup, les témoignages, elle en avait reçu. L'apport de Jean-Yves Sandré là-dedans, on sent vraiment... Alors ça, c'est intéressant parce que ça va bien au-delà de cette histoire, mais on dit toujours que les gens qui viennent d'ailleurs viennent ficher le bordel dans les villages. En vérité, il apporte un œil nouveau sur ce village qui est refermé sur ses secrets. Lui, il n'a pas d'amis, il n'est pas ami avec l'instituteur. Il n'a pas de passé, il n'est pas là depuis longtemps, il n'y a pas de connivence. Il est extérieur à tout ça.
Oui, et puis c'est un libre penseur aussi, parce qu'il a quand même des amis dans le village, et c'est d'ailleurs un ami qui lui parle et qui lui dit pour sa fille, hein, donc des gens, il est proche de certaines personnes qui ne font rien, et pour autant lui c'est l'inverse de sa façon d'être et de sa façon, il se pose même pas la question, il se demande juste s'il attend une journée ou deux pour réunir plus de témoignages, ce qu'il fait finalement, et ce qui est une bonne chose, parce que ça permet d'étayer auprès des gendarmes le pourquoi de sa venue avec l'instituteur. Mais oui, il est pas lié, mais si vous voulez, je pense que quel que soit l'endroit où Jean-Yves Sandret peut se trouver, même s'il est lié, il a juste une façon de voir les choses différentes. Voilà, c'est un type à part, quoi. Oui, mais il y en a d'autres. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fatalité au fait qu'on dénonce pas parce qu'on connaît ou parce qu'on est dans un petit village. Hein. Fort heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un écrivain et de venir d'ailleurs pour pouvoir faire quelque chose quand on est témoin ou avisé d'agression sur des enfants. Voilà. Pas faux. Alors quelque chose sur lequel peut-être moi j'ai pas assez insisté, mais dont vous pouvez sans doute témoigner, c'est que en fait pendant la totalité de cette enquête et même jusqu'au procès, vous allez me dire si ça continue après le procès, mais le village est un peu coupé en deux. Alors ce sont pas deux parts égales. Il y a plus de gens qui pensent que le chien est pédophile que de gens qui pensent qu'il est innocent. Mais enfin il y a quand même plein de gens qui pensent qu'il est innocent. Oui, alors moi j'en ai. Ils ont quand même du mal à le dire comme ça, mais effectivement, c'est assez. Il reste une défense de l'institution, quelque chose d'assez corporatiste. Moi, je me souviens de quelque chose qui m'avait choquée au procès. C'est une jeune victime qui va voir une ancienne maîtresse et qui lui dit merci d'être là pour nous soutenir. Et la maîtresse lui dit non, je suis pas là pour vous soutenir, je suis là pour soutenir la directrice. Et on se dit waouh, dans le déni, faut aller loin quand même pour en être là. Mais effectivement, il y a des personnes pour qui le déni est essentiel, pour qui absolument nier la violence, nier sa proximité est essentiel et ils viendront jamais admettre. Ouais, c'est vrai. C'est quand même dingue que Marcel Le Chien ait été défendu gratuitement par cet organisme, la Fédération Autonome de Solidarité, qui par principe défend tous les enseignants gratos. Oui, ce qui est surtout dingue, je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'ils nous défendent, mais ils leur disent on ne vous défend que si vous êtes innocent. Donc au fond, ils les poussent. Ils le poussent dans le déni. Oui, c'est terrible. Quand vous vous rendez compte que le système de défense des enseignants mis en cause et de les obliger à nier, vous voyez bien qu'effectivement, on ne va pas vers le progrès avec un tel système. Et ils leur disent clairement, on vous défend que si vous êtes innocent. Donc Marcel Le Chien, c'est quand même quelqu'un qui avait avoué au départ, hein, oui. et qui va se rétracter. Et en plus de ça, son avocat, c'est l'ancien avocat de la directrice. Donc c'est sûr qu'il ne va pas non plus, du coup, expliquer que la protection de sa hiérarchie l'a encouragé à continuer. Ce qui, de fait, est évident dans cette histoire. Mais il ne va pas le faire, puisqu'il est défendu par celui qui défendait aussi la directrice. Donc, c'est tout un système qui empêche d'avancer. Alors, on a en tête évidemment l'avis du psychologue qui dit qu'il peut récidiver. Or, il est libre, Marcel Le Chien, aujourd'hui. Oui, est-ce qu'il a un suivi à votre connaissance? Ah, je sais pas du tout. Il devrait normalement. S'il a bénéficié d'une libération conditionnelle, elle a pu être étendue un petit peu au-delà de la durée de sa peine. On a un système qui, quand il fonctionne là-dessus, fonctionne à peu près bien. Et donc peut-être qu'il a un suivi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il doit avoir une interdiction de fréquenter des enfants, d'y être confronté. Ça me semble absolument impossible qu'on les... Oui, voilà. Mais je vous avoue que j'ai pas les éléments. J'ai pas réenquêté sur la libération de Marcel Le Chien. Merci Ondine Milot d'avoir accepté cette conversation tant d'années après sur cette affaire Marcel Le Chien. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Philippe, sociétaire pro et entrepreneur à Dijon, a dit: Quand on a créé notre entreprise, on avait la volonté d'avoir un assureur qui comprenne ce que l'on fait. Et on a trouvé avec la Massif et avec notre conseiller pro, quelqu'un qui a très vite compris ce dont on avait besoin. Aujourd'hui, on a la conviction qu'ils vont pouvoir nous accompagner longtemps. On a les mêmes convictions, Philippe. La Massif assure et accompagne les pros. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.